Auditrices et auditeurs de musique trad sur les ondes de présence dans le Midi pyrénéen et peut-être tout particulièrement à Figeac, je vous souhaite une belle suite à vos émissions parce que ici, dans les studios de Présence Figeac, nous sommes dans les starting blocks. Non, je ne vais pas vous dire que je suis devenue très sportive, mais j'ai des invités très sportifs. Déjà Armand à la technique. Bonjour Armand. Bonjour Marie-Odile, bonjour tout le monde. Mathilde, notre animatrice de musique trad, spécialisée dans la musique trad, c'est pour ça qu'elle est là, Mathilde Lacaze. Et Tiéné Simonin qui n'est pas là, mais vous allez voir, il va être très présent. Bonjour Tiéné. Bonjour Marie-Odile, bonjour à tous. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie-Odile, bonjour à tous. J'ai entendu dire on est dans les starting blocks, donc allons-y, starting block. Mathilde, c'est à vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Tiéné à nos côtés, enfin plutôt de l'autre côté de la France, c'est-à-dire à Rennes, qui va animer plusieurs podcasts sur le musette. Nous en avions entendu parler grâce à lui à travers d'autres émissions, mais aujourd'hui, ça va être plus précis, un peu plus technique. Je laisse la parole à Tiéné, qui a beaucoup à raconter. Merci Mathilde. Alors oui, l'idée de cette série d'émissions sur le musette, c'est suite à une conversation justement sur la diversité de l'esthétique musette et le manque de diversité peut-être on peut ressentir. Et donc j'avais envie de présenter un petit peu le musette à travers son histoire, une approche un petit peu historique. Alors, juste un petit mot quand même, qu'est-ce que c'est que le musette ? C'est pas une question facile, parce que le musette, c'est une histoire qui est longue. C'est une histoire qui est complexe avec des métissages successifs. C'est un genre un peu protéiforme, mosaïque d'influences. Pour faire court, on peut dire que c'est quand même une musique à danser, populaire, pour accordéon, qui est née à Paris. Alors juste prendre quelques temps pour ces termes-là. Musique à danser parce que c'est vraiment une musique de bal et la danse, elle est indissociable de la musique, ça c'est important. C'est une musique populaire, ça reste quand même le musette, au départ en tout cas, une musique d'ouvriers, de prolos, c'est pas une musique de bourgeois quoi. On le voit à l'omniprésence de l'argot par exemple dans les paroles des chansons. C'est une musique pour accordéon, c'est quand même même s'il n'est pas là, on va le voir dans un instant au début de l'histoire du musette, l'accordéon, c'est l'instrument qui occupe la place centrale de ce genre musical. Et puis donc, c'est une musique qui est née à Paris, qui est indissociable de Paris. Et c'est la naissance de ce genre musical, donc on va essayer de retracer aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors, quand est-ce qu'est né ce genre musical ? Alors, c'est difficile de donner une date exacte. On peut faire commencer l'histoire du musette à la fin du 19e siècle. Parce que dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc on a déjà beaucoup de bals à Paris, on a plusieurs sortes de bals d'ailleurs, on a les bals publics, donc qui sont plutôt pour les aristocrates, les bourgeois, et puis on a des bals plus populaires, et parmi eux, les bals des Auvergnats, on va dire les bals des émigrés du Massif central, qui se retrouvent à Paris. Et ces Auvergnats, ils vont danser au bal à la musette. On dit aussi bal musette, on dit les deux. Et qu'est-ce que c'est que le bal à la musette ? C'est un bal avec où on peut entendre une cornemuse, qu'on appelle la musette, qui est aussi appelée cabrette, mais les Parisiens parlent plutôt de musette. Et je vous propose justement d'écouter un petit peu à quoi ça ressemble. On va écouter Antoine Bouscatel dans une bourrée d'Auvergne traditionnelle. On est en 1911 et ça s'appelle Sur le Can d'Enduno.
Tiennet, nous avons là la musette, si je comprends bien, la cabrette qui était appelée la musette par les Parisiens. Oui, exactement. C'est la musette. Là, c'est du répertoire régional, c'est du répertoire traditionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de ce répertoire régional, on rencontre déjà à la fin du 19e siècle un autre type de répertoire, plus parisien entre guillemets, dans lequel on va pouvoir distinguer en gros trois catégories, le café-concert, la musique de kiosque et puis le répertoire italien. Ce que je vous propose, c'est d'écouter pour chacune de ces catégories un exemple de morceau qui a été récupéré par les Auvergnats de Paris pour faire danser en bal musette. Alors on va commencer par le café-concert. Alors, en quelques mots, parce que c'est un sujet vaste, mais pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le café-concert, un divertissement très prisé par les Parisiens à la Belle Époque. C'est donc un lieu qui, comme son nom l'indique, est un café, donc on vient pour consommer, pour boire un coup, mais on vient aussi pour écouter de la musique. On vient aussi pour le concert. Il y a toujours donc une petite scène avec un chanteur, une chanteuse. Alors, un piano dans les petites salles. Quand c'est des plus grandes salles, on a carrément un orchestre. Et donc, on peut boire tout en écoutant les chanteurs et les chanteuses qui se produisent. Et donc, on a un répertoire qui va être réutilisé en musique de bal, et notamment par les Auvergnats de Paris. Alors, je vous propose d'écouter une valse qui est chantée ici par Resca, qui s'appelle « La valse des ombres ». Comme si on y était, on y va là, ce café-concert, n'est-ce pas Armand? Oui, on y va. Allez, on est parti. Merci Tiennet, on est parti. Merci Mathilde. Quand sonne minuit, que s'étale le bruit, alors que Paris sommeille, partout on peut voir surgir dans le noir les vagues sombres du soir. Sous le ciel il déambule, apaches et miséreux, filles qui forment noctambules, chantent dans les coins sombreux, la valse des sombres de minuit, qui font dans la pénombre comme des oiseaux de nuit, loin de la foule importune, loin du bruit, la valse des sombres de la nuit, sous la lune. Tout tremblant, voici le gueux de Paris
qui refile la comète, la tête baissée sous le vent glacé, versant ses haillons souillés. Il s'en va dans la nuit noire, sans haine mais sans remords, berçant un rêve illusoire, chantant espérant la mort, la valse des sombres de minuit, qui vont dans la pénombre comme des oiseaux de nuit, loin de la foule importune, loin du bruit, la valse des sombres de la nuit, sous la lune. Aujourd'hui très grand, demain dans le néant, l'homme est une ombre qui passe. Rentier sur Richard, ouvrier de primard, la mort vous frappe au hasard. Au lieu de vous faire la guerre, apprenez à vous aimer. Puis qu'un jour en d'autres sphères, vous danserez enlacés. La valse des sombres de minuit, qui vont dans la pénombre comme des oiseaux de nuit, loin de la foule importune, loin du bruit, la valse des sombres de la nuit, sous la lune. Ah, j'adore ce genre de son et ce genre de musique. Je tiens à préciser, à moins que Tiennet ne me corrige, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de microphone. Et donc, la musique était complètement en acoustique, d'où l'intérêt d'avoir des instruments qui donnaient du volume. Oui, absolument, dans les balles. Dans les balles, effectivement, il n'y avait pas d'amplification sonore, pas du tout. Ça apparaît dans les années 30, quoi, pas avant. Donc du coup, moi ça me fait penser au fait que la cabrette est quand même un instrument qui s'écoute bien dehors et qui a beaucoup de volume sonore, ainsi que l'accordéon. À l'époque, ce sont quand même des instruments qui permettent de faire danser sans avoir besoin de sonorisation. Oui, absolument. C'est ce qui explique le succès en grande part de la cabrette, d'une part, et de l'accordéon, d'autre part. Oui, c'est vrai. Pour revenir sur la valse des ombres qu'on vient d'écouter, donc ça, par exemple, c'est une valse qu'on va retrouver au répertoire de Joseph Soulier, voilà, qui est un joueur de cabrette d'origine avéronaise, mais qui joue donc dans les balles musettes à Paris. Il la reprend à son répertoire, il la joue telle quelle en balle musette. J'allais dire justement que Soulier, c'est un nom de chez nous. Non, on n'est pas chauvin, Tiennet, mais quand même, Soulier, c'est un nom de chez nous. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour le café-concert. Alors l'autre, la deuxième influence dont j'ai parlé, donc c'est la musique de kiosque. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une musique qui est jouée en plein air par des fanfares militaires ou des harmonies. Souvent dans les fameux kiosques à musique qui fleurissent un petit peu partout dans la seconde moitié du 19e, dans les grandes et dans les petites villes. C'est une musique, alors à écouter, il peut y avoir du répertoire de musique classique ou d'opéra par exemple, mais souvent quand même c'est de la musique à danser, donc le répertoire de la belle époque, donc des valses, des polkas, des mazurkas, des scottish. Et donc on va écouter là une polka interprétée par la garde républicaine. Ça s'appelle la polka des oiseaux. Alors je tiens à préciser que on écoute vraiment des vieux enregistrements là. Je suis désolé pour la qualité. Voilà, là c'est un cylindre de cire, c'est même pas un disque. Donc c'est vraiment très vieux, d'où les petits crachouillis qu'on peut entendre et qui gênent un petit peu l'écoute, mais voilà, ce sont des enregistrements très anciens. Justement, Tiennet, je tiens à vous remercier pour le cylindre de cire dont nous n'avons jamais parlé, mais par contre, dans toutes nos émissions de musique trad
de Présence Figeac, nous avons souligné l'importance du collectage et aussi l'évolution des supports pour enregistrer et l'importance des enregistrements. Et il nous manquait, n'est-ce pas Armand, il nous manquait le cylindre de cire. Parce que personne ne nous en avait parlé. Alors merci pour ce cylindre de cire. Peut-être dans une émission, on reviendra là-dessus. Hein. Pas de cylindre de cire dans les studios de Présence, Armand ? Non, pas encore. Ça... Peut-être un jour. Bon, ni de cidre non plus, excusez-moi, Tiennet, c'est l'appel de la Bretagne qui m'a fait penser au cidre. Et donc, ne vous excusez pas pour la qualité de l'enregistrement. C'est intéressant, justement. Présence à Figeac 97.7. Polka des oiseaux, exécuté par les polices de la garde républicaine. Record Edison. Quelle chance nous avons de pouvoir écouter des enregistrements pareils. Moi, j'avoue que ça me fait quelque chose quand même, parce que ces cylindres de cire, de quand date-t-il, Tiennet ? Celui-là n'est pas daté avec précision, mais voilà, on est autour de 1900, 1905. Ah là là. Début du XXe siècle, donc. Ouais. Donc bien avant le vinyle, hein, on est d'accord. Ah oui, bien avant. Et puis, je tenais à remercier Henri Chamou, là, qui m'a envoyé cet enregistrement. Ça provient d'un gros travail qu'il a fait qui s'appelle la phonobase. Ça, c'est quelque chose qui est en ligne et accessible, sur lequel tout le monde peut aller. Phonobase, donc, qui regroupe plein d'enregistrements anciens, beaucoup de cylindres de cire, quelques 78 tours aussi. Et voilà, c'est des choses qui sont assez bien restaurées. Donc la phonobase, ça intéresse, c'est ça ? Ouais, il ne faut pas hésiter à aller voir ça en ligne, c'est vraiment très bien. Phonobase. Oui, parce que justement, je me demandais d'où est-ce que vous tiriez tous ces documents qui semblent sortir d'archives archéologiques sur le musette. Oui, il y a des choses qui ont été rééditées en CD. Après, c'est vrai qu'il y a un travail de recherche à côté, donc qui peut se faire à la BNF, par exemple, ou bien sur des sites en ligne comme la phonobase d'Henri Chamou. Donc la BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France. Je vous laisse continuer sur l'histoire du musette, parce qu'on est resté un petit peu en plein suspense. Oui, juste pour terminer sur cette polka. Donc cette polka des oiseaux, on la retrouve au répertoire d'un accordéoniste, Auguste Sabrier, qui était originaire de l'Aubrac. Donc voilà encore un exemple de morceaux parisiens récupérés dans le répertoire de Bal-Musette. La troisième influence donc pour les Auvergnats de Paris, ça va être le répertoire italien. Alors surtout le répertoire chanté napolitain,
Il y a un répertoire aussi instrumental qui est apprécié, mais vraiment le répertoire napolitain, il est très très apprécié à la Belle Époque, à tel point qu'on adapte parfois pour le café-concert des paroles en français. C'est un genre très lyrique, très sentimental, avec souvent un contraste de mode musical entre le couplet et le refrain. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très rarement en fait dans la chanson française avant 1914. C'est l'alternance du couplet mineur et du refrain majeur. Donc par de contre, on va modes retrouver musicaux. davantage ce procédé de composition en France dans l'entre-deux-guerres. Mais avant 14, très rarement. Et par contre, c'est très présent en musique napolitaine. D'accord. Donc on va, je vous propose d'écouter alors un enregistrement moins ancien. Là, on est dans les années 50. C'est le grand chanteur napolitain Roberto Murolo qui chante O Marinariello. Que bello. Priesta viene, non mi fa spantacare, che pura rezza vene, che mare sto a manare. Mi stiene sti braccella, aiutami a tirare, che sto marinariello te vo sempre abbracciare. Vicino mare, facciamo amore, a cuore, podes passar, sommarenare e tirarezza, ma ballerezza, sto tirarezza e tu stata a guardare, li pisce papriezza come stanno a zumbare. E vedo pure stella, tu fai innamorare, che sto marinariella, tu fai sospirare. Sommarenare e tirarezza, ma ballerezza, sto negà morire. Dai, che bello. Effectivement. Très belle chanson. Oui, très belle chanson. Très belle chanson qu'on retrouve au répertoire des
d'Adrien Brasse, donc un autre accordéoniste encore originaire de l'Aubrac. Alors on va quand même parler, pour finir, avant de se quitter, un peu d'accordéon, quand même. Ah oui. Puisqu'on parle de musette. Alors avant 1914, on commence à avoir quelques balles à l'accordéon, ça commence fin 19e. Il y en a de plus en plus dans les années 1900. Et en fait, il y a, on va dire, 2 accordéonistes, qui sont pas auvergnats d'ailleurs. Il y en a un qui est d'origine italienne et l'autre, voilà, sa mère était bretonne, qui commencent à faire la synthèse de toutes ces influences dont on a parlé. Il s'agit de Charles Pégury et d'Émile Vacher. Alors Émile Vacher, on en reparlera la prochaine fois. Charles Pégury, ça va être le premier accordéoniste à jouer avec Bouscatel, qu'on a entendu au début de l'émission, en duo accordéon-cabrette, vers 1903. Alors c'était peut-être pas le premier duo accordéon-cabrette, mais en tout cas, dans la rue de Lappe, à la Bastille, dans le fief des Auvergnats, c'était la première fois, quoi. Parce que bon, j'ai pas le temps de détailler, mais les musiciens auvergnats n'aimaient pas trop les musiciens italiens qui se faisaient payer moins cher, qui piquaient un peu le boulot des musiciens auvergnats. Bref, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, on commence à avoir donc l'accordéon qui joue avec la musette, la cabrette, dans les années 1900. On continue quand même à appeler ça le bal musette. Et puis, voilà, Pégury va commencer à jouer un petit peu tout seul à la rue de Lappe. Il va commencer à composer un répertoire pour accordéon en s'inspirant des musiques de son temps. Et donc on va écouter maintenant une de ses compositions, justement une polka qui s'appelle Mandolinette, petit clin d'œil à l'Italie. On est en 1907. Ah, ça me fait penser au polka saltini des Quattro Province. Est-ce que j'ai tort? Non, mais il y a l'influence italienne qui n'est pas loin, c'est clair. Et puis voilà, les parents de Charles Pégury étaient originaires du Piémont. Alors c'est fort possible que Charles Pégury ait entendu son père, Félix Pégury, qui était lui-même accordéoniste, jouer des polkas du Piémont. Ça, c'est possible. En tout cas, merci Tiennet, parce que ça nous a vraiment réjouis d'abord, parce que nous apprenons vraiment quelque chose sur la musique traditionnelle.
Et donc, nous souhaitons vous retrouver. Je remercie au passage donc tous mes invités, Tiennet Simonin en Bretagne, Mathilde Lacaze dans le studio, Armand Gall ici aux manettes dans le studio, et à la semaine prochaine.